Dans cette leçon, on va parler toujours de CBORN. Donc, on va voir l'analyse des données avec un graphique CBORN. Donc, non pas vraiment une analyse euh, me- utilisant le machine learning ou utilisant des méthodes bien précises, mais juste pour avoir un petit aperçu grâce au graphique généré par CBORN. Alors, on va télécharger notre fichier de tips. Donc, pour les pourboires, ok. Alors, très bien, c'est bon. Donc voici le data frame qui représente les données qu'on va analyser. Donc toujours, c'est le total du repas, c'est le pourboire, c'est le sexe, ce fumeur ou non, le jour, le dîner et la taille des commandes. On va maintenant créer le data, donc le graphique qui va nous permettre d'afficher la relation entre le total des repas et le pourboire donné par le client. Donc pour cela, on va utiliser un RelPlot. Donc souvenez-vous, donc RelPlot nous permet tout simplement d'afficher, pour créer, générer des visuels, donc des graphiques, pour voir la relation entre les variables. Normalement, total bill, c'est la variable indépendante et le pourboire, c'est la variable dépendante. Donc le pourboire, le Y, va dépendre le pourboire va dépendre de la somme de donc le prix du repas, le prix total du repas. Donc on va voir est-ce qu'il y a une relation, hein, une corrélation donc pour peut-être euh, prédire les prochains donc pourboires que les clients vont donner au serveur, donc d'après le prix du repas. Voilà. Donc bien sûr c'est un nuage de points. L'article nous donne un nuage de points. Donc à première vue, il y a normalement une régression linéaire, donc il y a une corrélation. Pour approfondir cette étude, donc, ce qu'on va faire, donc, on va tout simplement ajouter donc le sexe pour voir est-ce qu'il y a entre les hommes et les femmes, il y a toujours cette relation linéaire. Ok. Donc par défaut, là déjà, on voit qu'il y a une relation linéaire pour tous les clients, donc on n'a pas encore différencié entre les hommes et les femmes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va à peu près calculer le pourboire, le pourcentage du pourboire pour chaque prix du repas, du dîner. Donc là, on voit à peu près 2 avec 10, donc 20 dollars un pourboire de 4, le 30 dollars à peu près c'est 6, 40 dollars à peu près c'est 8 et 50 dollars à peu près c'est 10. Donc si on fait ces divisions, donc 2 divisé par 10, ça nous donne 0,2, donc 20%. Donc le pourboire est à peu près aux alentours de 20% du repas, du prix du repas. Si on prend le 4 avec le 20, donc 4 divisé par 20, à peu près 0,2, 20%. Par exemple, 6 avec 30. Donc 6 divisé par 30, 20%. 8 divisé par 40, 20%. Voilà, 40 à peu près, c'est ça. Voilà, on est à peu près dans les 20%. Et le 10 avec 50, à peu près, donc 10 divisé par 50, voilà, 0,2, donc 20%. Donc à première vue, on peut prédire que on peut dire que donc dire que toujours les clients donnent un pourboire de 20% du total du repas. Donc on va avancer ensuite pour confirmer est-ce que cette hypothèse est vraie ou non. Ok. Alors donc il y a une forte probabilité concernant les 20%. Euh, Voilà, donc il y a une forte probabilité que les pourboires vont être moins de 20% et une faible probabilité que les pourboires vont dépasser les 20%. Donc je ne pense pas qu'ils vont dépasser ça. Donc d'après les points, donc il y a soit le maximum 20% ou en dessous. Alors on va poursuivre l'analyse, donc on va ajouter des informations concernant le sexe. Donc la différence entre les deux sexes, on va différencier bien sûr grâce aux paramètres U.
Donc le paramètre U, on va l'ajouter pour toujours avec l'AirPlot, on va différencier les hommes et les femmes pour voir est-ce qu'il existe donc une différence ou cette relation linéaire elle est toujours vraie pour les hommes et pour les femmes. Donc on va ajouter toujours donc, le total avec le pourboire, donc la variable indépendante et la variable dépendante. Donc on va différencier d'après le sexe et bien sûr le style pour avoir des points et des X pour chaque catégorie voilà, de sexe. Voilà. Donc à première vue, c'est la même chose pour les hommes et les femmes. Donc les hommes c'est en X, orange, et les femmes c'est en bleu, point en bleu. Donc on voit toujours, il y a cette relation linéaire, donc il y a une corrélation, et à peu près toujours les 20%. Ok. Donc dans ce cas, il n'y a aucune distinction entre les comportements des payeurs, donc entre les hommes et les femmes. Mais avec Seaborn, on peut par exemple proposer il propose Seaborn par rapport à Matplotlib, il propose des outils statistiques. Donc on va afficher ces informations, grâce à ces outils statistiques, on va afficher des informations statistiques sur le graphique. Donc, on remarque qu'il y a une relation linéaire discrète dans le graphique, voilà, il y a une relation linéaire discrète entre le montant des pourboires et la facture payée. Donc, Seaborn, il propose une fonction d'idée appelée lmplot. Cette fonction lmplot, elle crée un nuage, donc similaire à ce qu'on a fait déjà, mais avec un graphique illustrant l'ajustement de la régression sur le nuage de points de base. Donc il va ajouter une ligne donc pour voir cette relation. Ok, très bien. Alors tout simplement c'est quoi cette la régression A. Donc c'est quoi cette régression? Donc c'est une technique statistique, donc tout simplement utilisée pour modéliser et analyser la relation entre une variable dépendante qui est l'axe des Y, donc à prédire, c'est la valeur à prédire, c'est le pourboire, ok, c'est Y, et une variable indépendante qui est vraiment, ça n'a rien à voir, donc c'est cette variable, donc le total du repas que le client va payer. Donc d'après, ça, elle est indépendante, on ne peut pas prédire, donc c'est indépendante, mais celle-là, on va essayer de prédire d'après la valeur indépendante. Donc ça, c'est la valeur dépendante. Elle dépend de x. Donc le y dépend de x. Donc tout dépend de la valeur de x, on va avoir le y. Donc c'est ce qu'on cherche à faire. Donc on aimerait bien trouver cette relation et ensuite pour dire que vraiment il y a donc il y a une hypothèse. Cette hypothèse, elle est vraiment se rapproche de la vérité. Donc que plus le total du repas augmente, plus le pourboire augmente. Donc, variable dépendante donc à prédire et une ou plusieurs variables indépendantes utilisées pour faire la prédiction. Donc, l'objectif principal est de prédire la valeur de la variable dépendante, hein, donc les pourboires, en se basant sur les valeurs des variables indépendantes qui sont le total à payer par le client, le prix du repas. Donc, on va exécuter ce code. Voilà. Donc, vous remarquez qu'on n'a pas fait la distinction entre hommes et femmes. Donc, ça, c'est tous les clients, hommes et femmes compris. Donc, on a créé donc, le graphique de nuage et elle a ajouté grâce à lmplot, donc Linear Regression Model, lmplot, il a ajouté cette ligne droite pour vraiment en quelque sorte se rapprocher de la réelle relation entre les donc entre les variables. Ok, donc il y a une ligne bien apparente, il y a ce qu'on appelle une zone d'ombre. Ça, c'est une zone d'ombre, donc c'est une variabilité. Donc c'est une sorte de marge. Cette marge, donc, qu'on peut trouver, on peut prédire dans cette partie-là. Donc la partie centrale, c'est la partie où, par exemple, les erreurs ont été minimisées. Donc on va voir ça. Donc cette fonction lmplot, donc elle combine plusieurs éléments. On a un nuage de points, donc le nuage de points. Donc faire la relation pour voir la relation entre le x, donc la valeur, la variable indépendante et y, le pourboire qui est la valeur dépendante.
on a une ligne de régression linéaire. Cette ligne de régression linéaire bien apparente, bien claire, hein. Cette ligne de régression, elle trace une ligne droite qui représente le meilleur ajustement linéaire possible pour les données. Ok? Donc cette ligne, comment elle va être calculée? Donc tout simplement en utilisant la méthode des moindres carrés. Cette méthode, elle permet de minimiser la somme des carrés des erreurs. Donc la distance entre chaque point et donc entre le point et la ligne de régression, donc une sorte de projection perpendiculaire de chaque point sur la ligne. Donc c'est le chemin le plus court. Ok? Par exemple, entre ce point et cette ligne, donc on a le chemin le plus court perpendiculaire. Donc il tombe là, celui-là la même chose, celui-là la même chose. Donc on a toujours la distance la plus proche entre le point et cette ligne pour tous les points. Donc vous allez trouver que tous les points sont ont une ligne perpendiculaire, donc qui tombe sur cette ligne de régression, hein, où tous les points, donc toute la projection, elle est parallèle par rapport aux autres. Voilà. Donc c'est la distance verticale entre chaque point et la ligne régression. Donc la meilleure dans tout cet intervalle, donc la ligne qui respecte ce principe, donc la méthode des moindres carrés, c'est celle-là. C'est celle qui satisfait le plus le principe de perpendicularité, de projection perpendiculaire entre toutes les lignes et cette droite. Ok? Voilà. On trouve également avec LM-plot, donc il combine également l'intervalle de confiance. Ça, ce qu'on appelle l'intervalle de confiance, la partie ample. Donc c'est la bande, ça c'est la ligne régression et compagnie des bandes ambrées. Donc ça c'est la bande ambrée, qui est l'intervalle de confiance pour la régression. En tous les cas, plus cette partie elle est étroite, plus ça veut dire qu'on est proche de notre estimation elle est précise. Plus elle est large, plus notre estimation elle est peu précise. Ok? Elle est moins précise. Donc, comme vous pouvez le constater, donc, à première vue, donc, on peut dire que notre hypothèse concernant les 20%, hein, à chaque fois, le pourboire est une valeur le pourboire est égal à 20% du repas. Donc, cette hypothèse, pour l'instant, donc, avec cette ligne de régression, notre hypothèse, elle est apparue peu fiable, donc elle n'est pas vraiment juste. Pourquoi? Tout simplement, vous remarquez que ici, par exemple, les 50%, hein, les 50% vont avoir donc 6 dollars. Donc 50, plutôt les 50 un repas de 50 dollars, les clients déboursent à peu près entre 6 et 7. Voilà. Donc si on fait le calcul, on prend par exemple le 6 divisé par 50, c'est 12%. Par exemple le 20 dollars, on va avoir comme 3, par exemple 3 dollars. Donc 3 divisé par 20, 15%. Donc le 30 à peu près c'est 4. Donc 4 divisé par 30, 0,13. Donc c'est 13%. Donc on est autour de 12, 13, 15%, loin des 20% qu'on a estimé. 40, le 40 c'est à peu près 5, donc 5 divisé par 40, voilà 12,5%. Donc vous remarquez que les 20% sont vraiment très éloignés. Donc notre hypothèse, elle est pas vraiment juste. C'est avéré faux. Donc on peut dire que voilà, donc pour les sommes donc petites, donc les petites sommes des repas, cette hypothèse de 20%, elle est presque juste. Hein. Donc notre hypothèse, elle n'est pas vraiment réellement fausse. Elle est juste, elle est vraie pour les sommes, donc pour les repas dont la somme elle est faible. Donc pour les repas entre 10 et 15 dollars, elle est juste. Hein. Donc c'est voilà 10 avec la ligne. Donc on voit 2 divisé par 10 c'est 0,2, donc c'est 20%. Le 15 avec 3 divisé par 15, c'est la même chose. Donc, mais avec
plus le prix du repas augmente, donc le pourboire il diminue, donc le pourcentage du pourboire diminue, donc on a vu avec 50%, on a eu 12%, donc le pourboire pour un 50 dollars, on a vu que le pourboire représente 12% de la somme déboursée, donc plus le prix du repas augmente, plus le pourboire diminue, mais il ne va pas descendre au-dessous de, donc il augmente, il augmente mais avec des proportions faibles. Ok? Voilà. Euh, euh, donc on va poursuivre notre analyse de données. On a supposé précisément que le pourcentage de pourboire ne dépendait pas du sexe. Voilà. On a déjà, voilà, grâce à ce graphique, donc normalement le pourboire ne dépend pas du sexe. Donc c'est la même chose avec les hommes et les femmes, hein. On va voir est-ce que c'est vrai. Donc pour cela, on va ajouter une ligne de régression. Donc cette ligne. On va ajouter la deuxième pour les femmes. Donc on va on va créer un graphique qui contient les points de nuage pour les hommes et les femmes, donc avec deux différentes couleurs, et pour les lignes, deux lignes avec des couleurs différentes pour les hommes et les femmes. Pour cela, on va ajouter seulement U égale sexe, toujours avec la fonction lmplot. Ok, pour la régression linéaire, modèle de régression linéaire, donc on exécute. Ah là le résultat. Donc apparemment, donc là, les deux lignes sont presque les mêmes, hein, sont presque en parallèle, sont presque superposées. Donc il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes concernant cette hypothèse. Donc les deux, donc plus le pourboire, plus le prix du repas augmente, plus le pourboire augmente. Mais dans les sommes, donc les petites sommes des repas, donc les sommes faibles concernant les repas, on a pourboire qui représente presque 20% du prix du repas, et plus le prix augmente, plus donc ce pourcentage diminue. Donc le pourboire, il augmente également, donc une corrélation positive, mais plus le prix du repas augmente, plus le pourboire, le pourcentage diminue, mais il augmente également. Donc cette hypothèse est avérée exacte. Donc les droits de régression linéaire sont pratiquement identiques pour les hommes et les femmes. Ok? Mais que se passe-t-il si on souhaite obtenir des informations statistiques sous forme numérique et non simplement graphique? Donc on va ajouter des chiffres, on va ajouter des informations statistiques dans le graphique. Ces informations vont avoir un lien avec cette ligne. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter des valeurs numériques grâce à la bibliothèque SciPy. Voilà, la bibliothèque SciPy. Donc alors pour ajouter ces informations, donc on va ajouter notre code. Donc ce code, hein, permet de calculer les paramètres d'une ligne droite, notre ligne de régression. Ok? Donc on va pas différencier entre les sexes, on va prendre pour tous les clients, donc tous sexes confondus. Donc voilà, ça c'est le graphique. Mais ensuite, on va ajouter les informations. Donc, on va créer une fonction, bien sûr. On va créer une fonction. Et cette fonction, elle va calculer quoi? Elle va calculer plusieurs informations, donc plusieurs données statistiques. Le slope, c'est la pente. Donc, c'est le rapport entre le x et le y. Donc, la pente de la droite, ça veut dire cet angle. Par rapport à l'horizon, c'est cet angle. C'est par rapport au x. Donc, on fait un trace. Donc, on trace une ligne horizontale en parallèle avec les abscisses. Ensuite, on va calculer l'angle. L'angle, c'est la pente. Là, plus la pente, elle est grande, plus l'angle est grand, plus la droite, elle est bien proche du vertical. Donc, ça veut dire qu'il y a une forte augmentation. Et plus l'angle est petit, ça veut dire que l'augmentation, elle s'effectue doucement. Voilà. Donc, le pourcentage entre la variable indépendante et dépendante, elle est faible. Très bien, donc on va calculer voilà, le slope, donc la pente. On va calculer l'intercept, ça c'est la variable intercept, ça veut dire quoi? Ça veut dire la valeur de y lorsque x égale à 0. Donc c'est l'intersection entre cette droite et l'axe des y, l'axe des ordonnées. Ok.
On va calculer également le R-value. R-value, c'est tout simplement le coefficient de corrélation. Donc, on a déjà vu ça. Donc, le coefficient de corrélation, donc soit avec Pearson ou avec d'autres méthodes, c'est un nombre. Donc, il est compris entre moins 1 et 1, qui mesure la force et la direction de la relation linéaire. Plus la valeur absolue est proche de 1, plus la relation elle est forte. Okay. Si c'est positif, ça veut dire qu'il y a une relation donc d'augmentation, et si c'est négatif, donc on a une relation donc sens contraire, ça veut dire l'un augmente, l'autre diminue. On va calculer également le p-value, ça c'est le p. Le p-value c'est quoi? Alors, le p-value c'est tout simplement une mesure statistique donc utilisée dans les tests d'hypothèse. Donc notre hypothèse, c'est concernant toujours le lien entre la valeur, donc le pourcentage des pourboires par rapport au coût total du repas. Ok. Donc plus cette valeur, donc si cette valeur elle est entre 0 et 1, hein, donc si cette valeur est inférieure à 0,05, donc ça veut dire que notre hypothèse elle est vraiment elle est proche de la vérité, donc le résultat est statistiquement significatif. Voilà. Donc on rejette l'hypothèse nulle. Ça veut dire quoi? On rejette l'hypothèse nulle. Donc ça veut dire que il est peu probable que les résultats observés soient dus au hasard. Donc ça veut dire qu'il y a un lien. Et ce lien, on peut le découvrir pour ensuite vraiment créer un modèle qui va prédire avec des résultats presque exacts de la réalité. Et si on a une valeur supérieure à 0,05, donc le résultat est considéré comme non significatif. Donc on rejette l'hypothèse nulle. Plutôt on va pas rejeter, donc on rejette pas l'hypothèse nulle. Ça veut dire qu'il y a du hasard, donc la formule n'est pas claire dans cette relation. Donc on ne peut pas vraiment prédire bien. Donc, mais ne signifie pas qu'elle est vraie. Ça ne veut pas dire que nul, donc l'hypothèse nulle est vraie. Donc, il y a quand même, on peut trouver un lien, mais c'est ce n'est pas vraiment clair. On va également calculer l'erreur standard. Donc l'erreur standard, le voici. L'erreur standard, c'est quoi? Donc c'est une estimation de la variabilité de la pente de la droite de régression. Ok? La variabilité de la pente. Donc sa valeur indique dans quelle mesure l'estimation d'un échantillon pourrait s'écarter de la vraie valeur de la population. Donc tout simplement, on ne peut pas prendre comme échantillon toute la population. Par exemple, dans les législations, par exemple, dans le vote, hein, le vote pour élire, par exemple, pour choisir un président. Donc, on ne peut pas, d'après les premiers votes, dès le début du vote, du scrutin, donc, on ne peut pas savoir qu'est-ce que toute la... Donc, est-ce que... On ne peut pas savoir quel est le choix de toute la population qui a voté, qui a participé au vote. Donc, on va prendre un échantillon pour chaque, par exemple, région. On va prendre des échantillons. Ensuite, on va voir, d'après l'échantillon, quel va être le résultat final. Dans ce cas, donc, l'erreur standard entre en jeu. Donc, c'est tout simplement sa valeur. Donc, elle indique dans quelle mesure l'estimation d'un échantillon qu'on a étudié pourrait s'écarter ou se rapprocher de la vraie valeur de la population entière. Parce que tout simplement, dans un vote, on ne peut pas savoir jusqu'à ce que le vote soit terminé, clôturé, le scrutin. Donc, à cet instant, donc, on peut ensuite faire le calcul des votes et se reconnaître l'électeur qui a gagné, donc le président sortant. Mais dès les débuts, donc, on va prendre des échantillons. Donc, cette valeur, lorsqu'on la calcule, on peut savoir est-ce que le résultat de l'échantillon seulement étudié, on peut compter sur ce résultat pour dire que voilà, normalement, on va avoir ce président ou celui-là. Donc voilà. Donc ça nous donne l'écartement entre l'étude de l'échantillon et la population globale. Ok. Maintenant, donc donc une petite valeur d'erreur standard signifie que l'estimation est très précise.
Plus cette erreur standard elle est petite, elle est proche du zéro, plus ça veut dire que l'estimation elle est précise. Donc on peut compter sur l'étude, l'analyse de l'échantillon d'observation qu'on a pris pour dire que voilà, normalement, pour toute la population, c'est le résultat qu'elle va choisir ou le résultat concernant toute la population. Donc, population, ça pourrait être par exemple le vote, par exemple l'étude par exemple, des espèces, voilà, donc n'importe quel domaine. Donc, cette erreur standard, c'est un indicateur de la précision de notre modèle de régression. Donc elle nous aide à évaluer si la relation que nous avons retrouvée est statistiquement significative et si nous pouvons avoir confiance dans nos estimations. Voilà, c'est ça. Alors, donc ça c'est la fonction, donc on va calculer la fonction grâce à quoi? Plutôt on va calculer ces variables, donc grâce à la fonction bien sûr linéaire regress. Donc linéaire regress, elle nous donne toutes ces valeurs, ok? C'est pour cette raison qu'on doit importer SciPy. Donc grâce au module stat de la bibliothèque SciPy, qu'on peut calculer toutes ces valeurs statistiques. Donc on va faire appel à notre module stat qu'on a importé depuis SciPy. On lui passe la méthode linéaire regress et ensuite on va lui demander de faire ses calculs sur la colonne, donc le total des repas et le pourboire. Voilà. Ensuite, on va prendre notre figure. Donc, on est toujours dans la définition de la fonction. Hein. Donc, la fonction comme paramètre, on va lui passer le paramètre data. Data, ça va être remplacé par, bien sûr, notre tips, notre data frame ou notre data frame qu'on a importé, tips. Alors, ensuite, on peut lui passer, bien sûr, des keywords, donc args. Ça, ils viennent toujours après les arguments obligatoires. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on fait dans la fonction? On va créer une variable qui va obtenir l'axe courant qu'on est en train d'utiliser, l'axe courant, getCurrentAxe, on a déjà vu ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter du texte dans cette variable axe qui contient l'axe, c'est-à-dire le graphique qu'on est en train de manipuler. Donc, on va ajouter le texte. Donc, on va ajouter 0,05 et 0,8. On va ajouter le Y qui va donc le texte, ça c'est le texte donc voilà, c'est un petit peu perdu. Donc ça c'est la position du texte, hein. Attention, ça c'est la position du texte, voilà, les X et les Y du texte. Donc le texte dans le graphique va positionner à cet endroit, ok. Donc tout simplement ce sont les coordonnées du texte à afficher dans le graphique. Ensuite, qu'est-ce qu'on va afficher comme texte? On va afficher cette chaîne de caractères. Donc le Y égale, donc concentrez-vous bien, donc Y égale, on ouvre les accolades. Pourquoi? Parce qu'on va passer ce qu'on appelle, ça c'est des formats qu'on va remplacer par leur vraie valeur. Alors, première chose, ça c'est l'index. Chaque position a un index. Voilà, 0, 1, 2, et 3 et 4, ok. Ensuite, 2 points. Donc ça, c'est la première position. L'index 0, 2 points. Elle va contenir quoi? Elle va contenir un nombre flottant avec un chiffre après la virgule. Donc ensuite, x, ça veut dire un chiffre multiplié fois x plus un autre chiffre. Donc une autre partie. Normalement, c'est le y. Donc on va passer... donc la position, l'index c'est 1, on va passer un nombre décimal avec un chiffre après la virgule, ensuite la virgule, on va ajouter virgule comme texte, ensuite R égale, ensuite entre accolade un autre donc continu à remplacer ensuite avec format, donc son index est 2, un nombre flottant, ensuite virgule, ensuite on fait un retour à la ligne, donc on revient à la ligne, on écrit P égale, on ouvre les accolades, donc troisième partie à remplacer l'index 3, donc c'est un nombre toujours avec un chiffre après la virgule, et utiliser ensuite virgule, ensuite standard erreur égale quatrième indice, donc quatrième position à remplacer, c'est un nombre flottant avec
3 chiffres après la virgule. Alors, ces parties entre accolades, chaque partie entre accolades, elle est bien ordonnée d'après leur numéro d'index. Ça, c'est 0, c'est la première à remplacer. Ça, c'est le 1, ça, c'est le 2, ça, c'est le 3, et ça, c'est le 4. Donc, on va les remplacer par quoi? Donc, on ferme l'accolade, ensuite, point format, et entre parenthèses, on va faire appel aux variables qu'on a calculées grâce à linear regress, donc slope, intercept, R, P et std error. On va les placer dans cet ordre pour être remplacés dans chaque partie avec l'index donc mentionné. Par exemple, slope, c'est le premier, donc il va chercher l'index 0, le voici, il va remplacer cette partie-là avec la variable de slope, la pente qu'on a calculée ici grâce à linear regress. Voilà. Le deuxième, c'est intercept, donc c'est la deuxième position. Il va chercher l'index 1, le voici. Il va remplacer cette partie avec la valeur. Donc il va prendre un chiffre flottant avec un chiffre après la virgule. Le troisième, le troisième, c'est P. On va le mettre dans l'index de 2. Donc un chiffre flottant avec la virgule, deux chiffres après la virgule, etc. Voilà. C'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire appel à transform égale AX, trans axe. Donc cette commande, elle va dire à Seaborn d'afficher cette partie, donc plutôt d'afficher ce texte. Voilà ce texte. Voilà ici ce texte, d'afficher ce texte en utilisant les coordonnées. Donc les coordonnées du texte affiché vont utiliser le système de coordonnées du graphique. Ok, on va utiliser le système de coordonnées du graphique. Donc c'est comme si l'origine c'est le graphique, donc en référence avec le graphique. Par exemple, si on veut l'afficher au milieu, on va écrire 0,5, 0,5. Le texte va afficher au milieu du graphique. Donc le 0,5, ça veut dire la moitié du graphique. Donc ça, ce sont des coordonnées qui sont utilisés comme base le système de coordonnées du graphique lui-même qu'on va l'insérer dedans. Très bien. Et autre chose, ça, le G, donc j'ai oublié le G, donc le F ça veut dire un nombre flottant, le G ça veut dire un nombre scientifique, une représentation scientifique du nombre. Donc pour les nombres vraiment petits, donc par exemple 0,003, hein, on peut écrire en notation scientifique 3 E moins 3, ça veut dire fois 10 moins 3. Voilà, donc ensuite, pour afficher les informations donc, statistiques sur notre graphique, on va utiliser bien sûr la fonction map data frame. Donc ça veut dire que là, on lui dit d'afficher les données, les valeurs, les informations statistiques appliquées sur notre data frame qui est tips, voilà, avec les colonnes du prix total et du pourboire. Donc ces informations vont être affichées sur le graphique. Et ça va concerner la ligne de régression affichée, utilisée, résultante plutôt. Donc je vais exécuter le code. Et voilà le résultat. Donc voici le y égale 0,1x plus 0,9. Donc ça c'est la formule de la ligne. Voilà. On remarque qu'on a une corrélation donc positive et n'est pas vraiment faible. Elle est supérieure à la moyenne, presque 0,7. Donc ça, c'est une corrélation donc ça veut dire qu'il y a une corrélation n'est pas forte, parfaite de 1, mais quand même il y a une corrélation entre les pourboires et le prix total du repas. Ensuite, on a le p-value, donc le p-value c'est égal à 6,7 E moins 34. C'est grâce à ce G. Donc ce G pour dire qu'on va afficher le P avec une notation, donc avec format scientifique. Et bien sûr, 6,7 E moins 34, ça veut dire fois 10 puissance moins 34. Donc ça veut dire que 0,0000034,0 pour arriver à 67. Donc on a dit que si le p-value, voilà, est inférieur à 0,05, donc le résultat est statistiquement significatif. Donc ça veut dire que les résultats observés soient pas dus au hasard.
Donc il y a une formule entre les variables. Alors, donc déjà la corrélation, elle existe. Donc il y a un lien et la p-value, donc, elle est vraiment inférieure, très inférieure à 0,05. Donc ça veut dire que notre hypothèse, donc l'étude sur l'échantillon, elle est correcte parce que ça reste toujours un échantillon. Ça veut dire quoi un échantillon? Ça veut dire on a pris ces valeurs des clients dans une période bien définie, à une date, un intervalle de date bien défini. On n'a pas pris tous les clients depuis le début jusqu'à la fin. On ne sait pas la fin quand est-ce. Donc, en tous les cas, ça c'est un échantillon. L'échantillon, grâce aux données, aux conclusions, donc tirées à partir de ce graphique grâce à Seaborn, on peut dire que puisque le P est inférieur à 0,05, donc les conclusions tirées par l'étude de notre échantillon, on peut dire qu'elles sont une signification statistiquement significative, donc on peut dire que nos prévisions sont correctes. Voilà. Notre hypothèse est correcte, est vraie. L'hypothèse qui dit que, voilà, donc il y a une augmentation du pourcentage de pourboire avec les repas, mais plus les prix augmentent, moins le pourcentage donc, est faible pour les pourboires, mais il y a toujours une augmentation. Mais dans un intervalle bien précis. Alors, et l'erreur, elle est de 0,07. Qu'est-ce qu'on a dit concernant l'erreur? Voilà, donc l'erreur, j'ai déjà parlé. Non, la p-value, ça veut dire que statistiquement significatif, mais l'erreur standard, on a eu une petite valeur, voilà. Donc une petite valeur d'erreur standard signifie que l'estimation est très précise. Donc 0,07, c'est une petite valeur, donc notre estimation. Donc il n'y a pas vraiment une erreur, une grande erreur dans nos estimations. Donc on peut dire que nos estimations sont correctes. Voilà. Très bien. Mhm. Une autre approche intéressante de ces banques consiste à étudier graphiquement les distributions statistiques d'une série d'échantillons. Donc là, on a fait la comparaison, la relation, on a vu la relation entre les variables, hein, indépendantes et dépendantes. On peut ajouter un autre graphique pour voir la distribution des statistiques, la distribution des coûts total des repas et la distribution des pourboires. Ok. Donc, on va avoir un graphique qui contient deux sortes de graphiques. Bien sûr, on va utiliser la fonction joint plot. C'est grâce à la fonction joint plot qu'on peut visualiser ces deux informations. Donc, par exemple, on va prendre avec Seaborn, permet de visualiser la distribution des valeurs des pourboires et des factures payées afin d'effectuer une analyse sur l'échantillon. Donc, une distribution. Lorsqu'on parle de distribution, on parle de, par exemple, l'histogramme. Voilà, ok, l'histogramme, ça permet de créer des bacs. Il va regrouper chaque observation dans ce bac. Il va ensuite calculer la hauteur. Tout dépend du nombre d'éléments, nombre d'observations, donc regroupés dans le bac. Voilà. Voilà. Donc avec la fonction joint plot, on peut ajouter dans le graphique. On va garder le graphique nuage, hein, avec la ligne de régression. On peut ajouter au-dessus et à droite la distribution pour chaque partie. Donc à droite, ça va afficher la distribution des pourboires et en haut, au-dessus, ça va afficher la distribution du total bill. Voilà, donc joint plot, donc elle crée un graphique multivarié, ce qu'on appelle un graphique multivarié. Donc il permet de visualiser la relation ainsi que la distribution de chaque variable. Donc, bien sûr, avec joint plot, on va utiliser l'argument kind. Donc, le joint plot, c'est une sorte de figure qui regroupe plusieurs axes ou graphiques. Donc, on utilise kind. Kind pour dire quoi? Pour paramétrer le graphique à afficher. Donc, on a plusieurs valeurs de kind. Voilà. Donc, c'est la zone centrale. Voilà. Il va paramétrer la zone centrale. Donc, soit si on lui passe comme paramètre scatter, donc il va afficher des nuages de points. Si on lui donne reg, c'est cette partie. Hein. Je ne parle pas de le graphique qui va s'afficher au-dessus et à droite. Donc, je parle de la partie centrale. Scatter, par exemple, nuage à points, de points, reg.
Ça veut dire nuage de points avec ligne de régression linéaire, voilà, comme dans ce cas-là. X, il va afficher graphie hexagonale, donc idéal pour les grands jeux de données où les points se superposent beaucoup, voilà. Et bien sûr, KDE, c'est pour graphique de densité de noyau bivarié, donc ça c'est pour étudier la densité des données. Il va afficher donc un graphique, un tracé lisse, donc pour voilà, affichant les lignes de contour des densités. Voilà, des densités. Donc, on va appliquer la fonction, utiliser la fonction jointPlot. On va bien sûr lui passer donc la source, l'axe des x, y. Ensuite, on va mentionner kind, donc l'argument kind, on va lui dire reg. Reg, ça veut dire nuage de points avec une ligne de régression linéaire. Donc, on exécute ce code. Voilà, donc on a le graphique d'origine, notre graphique d'origine, nuage de points avec ligne de régression. Et on a les graphiques à distribution, donc ça, la distribution de chaque valeur, de total des repas et bien sûr le total des pourboires. Voilà, en même temps, et on voit ici, ça c'est le KDE, ok, c'est le tracé KDE. Voilà. Voilà. Donc un rapide coup d'œil sur ce graphique, donc, permet de constater la grande similitude des deux distributions. Les deux distributions, donc il y a une similitude. Hein. Voilà. Centré principalement sur la valeur maximale d'un billet de 15 $. Donc de 15 $. 15 $. Voilà. 15 $ pour la facture totale du repas, le prix total du repas. Et 3 $ à peu près, 3 $, on voit ici, sont concentrés ici, 3 $ pour le pourboire. Donc, il est possible d'obtenir d'autres informations utiles sur la population des échantillons. Par exemple, réintroduisant la distinction entre les sexes. Donc, on va utiliser U égale sexe. Voilà. Donc, non seulement il va afficher, donc, on ne peut pas ajouter le kind ici parce que on ne peut pas utiliser les deux U et kind en même temps avec jointPlot. Donc on utilise soit U pour la distinction, soit on utilise kind pour la population totale, l'échantillon total. Donc ici on va donner la légende. Hein, donc en bleu c'est les femmes, en orange sont les hommes, et bien sûr donc le graphique KDE donc pour calculer la densité autour du noyau, donc pour chaque variable. Alors, les valeurs présentes dans le data frame concernent davantage les hommes que les femmes. Voilà. Donc, on voit qu'il y a plus d'hommes qui payent, qui mangent, que de femmes. Voilà. Donc, il semble que les hommes aient tendance à payer des additions légèrement plus chères donc, au restaurant. Donc, qu'aucune différence de générosité. Donc, ça veut dire que concernant les pourboires, c'est presque c'est la même chose. Ok, c'est presque la même chose. Mais concernant les repas payés, donc les hommes sont plus gourmands, on peut dire ça, que les femmes. Donc, elles prennent forme. Donc, elles pensent à leur santé. Donc, les hommes, peut-être, ils mangent sans limite. Voilà, jusqu'ici, vous avez utilisé l'un des nombreux jeux de données disponibles dans la bibliothèque, mais dans des cas réels, vous devez utiliser les dataframes Panda à partir des fichiers, donc parce que ce jeu de données, il existe en ligne dans la bibliothèque Seaborn. Donc, conclusion pour notre chapitre. On a vu le Matplotlib, on a vu Seaborn. Donc, dans ce chapitre, vous avez abordé tous les aspects fondamentaux de la bibliothèque Matplotlib. Et grâce à une série d'exemples, on a vu plein d'exemples, vous avez découvert les outils de base pour la visualisation de données. Donc, vous avez pu vous familiariser avec divers exemples de développement de différents types de graphiques en quelques lignes de code. Le chapitre a ensuite présenté à l'aide d'exemples la bibliothèque Seaborn, voilà, qui étend les aspects graphiques de Matplotlib avec des éléments statistiques. Ce chapitre conclut la partie de la formation donc consacrée aux bibliothèques fournissant les outils de base pour l'analyse de données, donc Panda, NumPy, pour la visualisation, etc. Donc ça sont les bases pour l'analyse de données. Donc, dans le chapitre suivant, vous aborderez les sujets les plus étroitement liés à l'analyse de données.
Et donc, on va commencer ce qu'on appelle le machine learning.